bonjour à toutes et à tous, bonjour Youssef, bonjour à nos amis Buffet. Nous avons parlé un petit peu de la super actualité qui est aujourd'hui le discours de l'Union, qui n'est pas encore prononcé, il le sera ce soir. Nous sommes le 28 février, discours de l'Union de Donald Trump, 45e président des États-Unis. C'est bien le 45e? Merci. Oui. Alors que habituellement ce discours est prononcé le 20 janvier et non pas le 28 février. Donc tout le monde attend M. Trump au tournant, d'autant qu'il se comporte très mal, nous y reviendrons tout à l'heure avec la presse, il n'aime pas qu'on dise n'importe quoi, et que l'on nous parle, on nous bassine aujourd'hui les oreilles avec un début de présidence chaotique, mais enfin chaotique dans la vision des médias, chaotique parce qu'il a 50 boulets attachés aux chevilles qui l'empêchent d'avancer comme il l'entend. En général, et on le voyait en France, Youssef, je livre ça à votre réflexion, il y avait ce qu'on appelait l'état de grâce, on donnait au moins franchise pendant 3 mois de voir les 100 jours, de voir ce qu'un homme pouvait faire, ne pas faire, comment il mettait en place sa nouvelle administration avant de le flinguer à tout va. Alors je signale d'ailleurs que notre éditeur commun, Youssef et à moi-même, Youssef c'est la mystique de la laïcité, moi ce sont les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale, publie une revue qui s'appelle Europe et Orient, et le numéro, c'est un numéro dans lequel on trouve d'ailleurs monsieur, pas moi-même, mais on retrouve Youssef Indy, j'imagine. Oui. On trouve Youssef Indy qui s'intitule La stratégie du chaos et que je vous recommande chaudement puisque nous ne sommes pas macronesques, nous n'avons pas la banque Rothschild derrière nous, que personne ne nous finance, ne nous subventionne, aucune subvention. Nous ne sommes pas comme la famille du petit Théo et ses 700 000 euros, non remboursés et non remboursables, affaire sur laquelle la justice progresse, non pas à pas de géant, mais à pas de limace. Les limaces n'ont pas de pattes. Avance à vitesse donc qui n'est pas grand V. La stratégie, donc aidez-nous, aidez notre travail, soutenez-le en achetant nos livres. C'est la seule façon d'intervenir concrètement et il ne faut pas se contenter d'écouter notre douce musique par le truchement de la caméra des frères Buffet. Voilà. Alors, Trump, que dire? On ne sait pas encore ce qu'il va dire, mais que peut-on dire à l'heure actuelle, justement, de la mandature du mandat Trump, Youssef? Alors, depuis son investiture, même avant son investiture, on lui a mis des bâtons dans les roues, on tente de le discréditer. Quand je dis on, ce sont les grands médias occidentaux, ce sont les médias américains, leur relais en Europe. Il a quand même essuyé des coups violents. Les renseignements américains ont glissé une peau de banane sous les pieds du général Flynn, qui était un de ses principaux piliers, notamment dans la restructuration, la refondation des institutions américaines et internationales, notamment, et des systèmes de renseignement. Oui, et surtout des systèmes de renseignement. Donc c'est un mandat qui commence très mal. D'ailleurs, on a reproché à Flynn on l'a accusé d'intelligence avec la Russie, de travailler pour la Russie aux États-Unis. Il a, pour ne pas éclabousser Donald Trump, il a dit qu'il avait trahi, je crois, sa confiance, qu'il ne l'avait pas tenu au courant. C'est le vice-président qui n'a pas été tenu au courant d'un appel téléphonique à l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Washington. Oui. Donc c'était une consultation courtoise, mais avant l'intronisation de Trump. Ces attaques ont avant sa nomination. Ces attaques contre Trump ont un double objectif. C'est de le discréditer et in fine peut-être le cas échéant se débarrasser de lui avec l'impeachment. Et où c'est le pousser vers la sortie, sur le gazon de la Maison Blanche, ou alors s'il reste à la Maison Blanche, c'est-à-dire le contraindre à s'aligner sur la politique de l'État profond, notamment sur la question de la Russie, parce que ce que craint l'État profond américain, ce n'est pas une alliance avec les Russes, mais c'est une coopération
Russie sur un certain nombre de questions internationales, notamment la guerre en Syrie via les groupes terroristes. Il est là également l'Iran. Bien sûr. Nous ferons d'ailleurs, nous prévoyons une émission spécifique sur cette question. Oui. La relation bilatérale Est-Ouest, États-Unis, Russie, oui. Et avec au milieu l'Iran, puisque oui. M. Trump a déjà pris des positions qui sont fortement défavorables à l'Iran. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, voilà, on peut enchaîner là-dessus rapidement. Oui, rapidement. Alors, Trump, durant toute sa campagne électorale, on en avait déjà parlé, a eu des mots très durs contre l'Iran, a dit que l'accord nucléaire était le pire accord qui n'ait jamais été fait. Oui, qui n'ait jamais été fait. Et en parallèle, il tendait la main à Vladimir Poutine et à la Russie, ce qui apparaissait comme une sorte de contradiction. En réalité, si on voit la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, le seul et unique lobby aux États-Unis qui a travaillé à monter les États-Unis contre l'Iran, à placer des bases militaires autour de l'Iran et à mettre un terme aux accords économiques et commerciaux avec l'Iran, c'est le lobby pro-israélien, pas un autre. Donc aujourd'hui, alors ce que je disais déjà, ce que j'annonçais dans mon premier livre en 2015, c'était que quoi qu'il arrive, l'accord sur le nucléaire iranien sera de toute manière déchiré, quel que soit le président qui arrivera en poste en 2017. Selon les bonnes méthodes de négociation, c'est-à-dire qu'on négocie, on arrive à un accord, mais on va renégocier ce même accord, on va trouver tous les biais pour en empêcher l'application. Oui. Les Américains sont des joueurs de poker et surtout de poker menteurs et de grands tricheurs. Mais ils sont formidables d'ailleurs. Mais cela ne pose pas de problème à toutes les factions dirigeantes en Iran. Ce sont que les réformateurs libéraux représentés aujourd'hui par le président Rouhani qui voulaient cet accord sur le nucléaire. Et l'ayatollah, donc le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et ce qu'on appelle les pasdaran, les gardiens de la révolution, n'étaient pas du tout favorables à un accord. Juste dire, cher Youssef, que vous venez de faire un court séjour en Iran. Oui, voilà, c'est pourquoi vous avez un petit peu autorité pour parler de ces choses, puisque vos contacts vous ont donné l'autre vision des choses, le monde vu depuis Téhéran, et non pas seulement depuis Paris. Laissons les grands sujets. Je voudrais revenir à des aspects plus anecdotiques, mais qui n'en sont pas. Je vais citer, sans que ça soit très long, un discours de M. Trump, qui nous dit des choses assez extraordinaires concernant la presse, puisqu'il vient de faire interdire dans une conférence à la fois CNN, le New York Times, etc., ce qui c'est du jamais vu. On a pu voir à la télévision des images des journalistes quittant la salle de presse dont ils venaient d'être chassés. Ça rappelle le fameux show de Donald Trump, son émission en disant « You're fired ». Cassez-vous. Donc je cite intégralement Trump. C'est intéressant. Je vais vite et après vous commenterez, Youssef. Donc, la presse est le vrai parti d'opposition. Les démocrates ne comptent plus. Et ce nouveau parti de la haine et de la désinformation s'acoquine avec les groupes d'intérêt qui profitent de notre crise, avec le soutien de certains éléments félons des services secrets en vue de déstabiliser, fuite à l'appui, le seul représentant du peuple qui prouve qu'il tient ses promesses sur le fond du travail, de l'économie, de la sécurité des frontières, comme de la défense nationale. Je termine. Ces fuites sont criminelles, passibles de prison et seront sévèrement punies. Plus grave encore, en freinant la constitution de mon gouvernement tout en déployant massivement la ruse de votre intox sur la Russie, vous avez forcé M. Poutine à montrer les crocs à Washington pour la première fois depuis des lustres. Pourquoi? Vladimir Poutine commence à se demander depuis 2 semaines si Trump pourra vraiment mettre en œuvre sa politique de détente dans ce chaos antidémocratique. Je termine. Ah non, encore une ligne. En fait, l'actuelle coalition qui qualifie de Folamour, tout le monde connaît le film Dr Folamour, qui tente de priver mon gouvernement de ses prérogatives constitutionnelles, met notre pays en danger d'une guerre nucléaire. Mesdames et messieurs les bellististes, vous êtes ici à 2 doigts de la haute trahison. C'est clair, c'est-à-dire qu'il prend l'opinion publique américaine à témoin
il explicite qu'il est en guerre avec l'État profond et ses organes. Les médias sont un des organes de l'État profond pour déstabiliser Donald Trump. Et ce qu'il met en évidence là dans ses propos, c'est que il y a deux solutions. Soit le peuple américain soutient Donald Trump contre l'État profond, et là, il peut s'accorder avec la Russie sur le plan géopolitique, pas seulement sur le Proche-Orient, mais aussi l'Ukraine, et surtout pour empêcher une confrontation voulue par une des branches de l'oligarchie américaine, empêcher une guerre contre la Russie. Et une guerre contre la Russie culminera certainement par une guerre nucléaire. Et en gros, ce qu'explique Donald Trump, c'est que il y a deux solutions. Soit il reste à la Maison Blanche et il peut poursuivre sa politique, soit on va vers la guerre. Et c'est déjà ce que j'avais expliqué dans un article publié dans Europe et Orient, 2 jours avant l'élection de Trump. J'avais appelé ça, cet article, l'Amérique face à son destin. Et j'avais fait les deux scénarios, exposé les 2 scénarios. En cas d'élection d'Hillary Clinton, ce serait la guerre. J'apportais tous les éléments démontrant. Et en cas d'élection de Donald Trump, ce serait une politique multipolaire accordée avec la Chine et la Russie. Sauf que Donald Trump, oui, a gagné les élections, mais le parti de la guerre représenté hier par Hillary Clinton est toujours aux manettes. Et ce qui montre bien que l'Amérique, c'est les antipodes de la véritable démocratie. Youssef, le propos, ce que j'ai pu lire émanant de Donald Trump, vous donne-t-il le sentiment d'un homme qui est complètement fou, complètement à côté de la plaque, qui mène l'Amérique et le monde à l'abîme? Est-ce une pensée chaotique ou au contraire une pensée, vous voyez, je vous indique comment répondre, encore une pensée d'un courage extrême? On voit quand Madame Le Pen a essayé de remettre un peu la presse à sa place en disant assez de mensonges, comment la presse s'est insurgée, s'est cabrée, puisque la presse n'est jamais agressive, et on sait que la haine est toujours d'un côté, toujours du côté des populistes, mais jamais du côté de la médiacratie. Alors, pour répondre à votre question, le discours de Trump est à la fois extrêmement courageux, puisqu'il risque sa vie. Je veux dire, aux États-Unis, quand on est président et qu'on s'attaque à l'État profond, c'est sa vie qu'on met en jeu. L'hypothèse n'est pas exclue. C'est vraiment sa vie qu'on met en jeu. Et deuxièmement, c'est un discours très, très bien structuré qui montre que Donald Trump a parfaitement compris les tenants et les aboutissants, parfaitement identifié les ennemis de l'Amérique et du monde, et aussi il a parfaitement compris, usant parfaitement des moyens de communication et même de la science du langage, si je puis dire les choses de cette manière, il a compris que c'est le peuple qu'il fallait prendre à témoin pour protéger sa propre vie, protéger son mandat, et poursuivre la politique qu'il avait annoncée lors de son élection, puisque au sommet de l'État de l'oligarchie, il n'a pas grand monde avec lui, si ce n'est une des composantes juives, sionistes, qui, elle, l'histoire le démontre, n'est pas une alliée fidèle. En tout cas, on voit de quel côté est Trump, toujours pour l'anecdote, mais les anecdotes sont extrêmement significatives, voire représentatives. Il y a eu vendredi dernier, donc le 24 février, des cérémonies publiques d'anathémisation, le fameux RM biblique, de la part des groupes Wiccans et lucifériens. Enfin, on retire luciférien puis on dit carrément sataniste, puisque ce sont des églises qui ont pignon sur rue aux États-Unis, qui sont même subventionnées le cas échéant. Donc, dans la nuit de lune décroissante, il y a eu un rituel massif. On demandait aux gens pour participer à ce sabbat d'apporter du sel, des plumes, des os, une bougie orange, une carte de tarot, une pierre et une photo peu flatteuse de Donald Trump. C'est assez extraordinaire. C'est l'Amérique folklorique, l'Amérique complètement déjantée, mais également l'Amérique politiquement libérale, parce que Monsieur Trump n'a pas fait interdire ce type de manifestation. Ça rappelle, alors ça peut sembler dérisoire,
Mais souvenons-nous que lorsque Yitzhak Rabin avait conclu une alliance avec l'Égypte pour la paix, il y avait également des cérémonies du même type dans les rues de Tel Aviv, aux abords de son bureau, et certains sorciers pratiquaient la magie noire, des rabbins, mais enfin, il y a tellement aussi de sectes à l'intérieur du judaïsme que je ne saurais vous dire lesquelles, pour vouer, non pas aux gémonies, on n'est pas à Rome, mais pour appeler à la mort de Yitzhak Rabin, ce qui est arrivé. Même chose, ça a été, il y a eu le même type de cérémonie, je m'en souviens parfaitement, à l'égard ou à l'encontre de Saddam Hussein. Donc il ne faut pas prendre tout à fait ce type de manifestations à la légère qui ont sur... Et aussi contre Ariel Sharon. Hein. Également contre Ariel Sharon, mais pas peut-être de façon aussi intense, mais également contre Ariel Sharon. Les rabbins orthodoxes qui avait condamné à mort en fait Rabin, l'avait aussi fait en raison des actions de décolonisation, démantèlement des colonies de la part de Sharon. Il faut rappeler que c'est Sharon qui avait fait évacuer la bande de Gaza par le Tsahal. Donc tout ça, ça a accueilli 1 300 000 personnes sur Facebook, mais également il y avait, alors vous allez nous dire qui c'est, une vedette, une people, Lana Del Rey, qui est une chanteuse connue, oui, jeune génération, très connue. Donc elle a un certain impact. Tout ça n'est pas absolument neutre. Alors aujourd'hui, discours sur l'état de l'Union, mais ouverture à Ankara, je pense que c'est à Ankara, du grand procès au moins pour 300 mutins du 14 juillet ou du 15 juillet, du 15 juillet contre le sultan Erdogan. Alors là, nous ne nous prononçons pas, mais ça coïncide avec une énorme offensive erdoganesque, avec chars, troupes à l'appui, contre un bastion de Daesh, enfin soi-disant de Daesh, mais c'est ça qui est extraordinaire, avec des gens qui ne seraient recommandables qu'aux yeux de M. Fabius, à savoir des gens de l'armée syrienne libre, 2000 rebelles islamistes de l'armée syrienne libre, qui appuient cette offensive sur Al-Bab. C'est impressionnant, puisque M. Erdogan est réputé être, nous bouclons la boucle, l'allié de M. Poutine, et que ce n'est pas la politique de M. Poutine, à qui il était reproché justement de bombarder les troupes rebelles, les forces rebelles qui se sont insurgées contre Damas. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'alliance avec l'armée syrienne libre n'est pas du tout anodine, puisque l'armée syrienne libre, l'ASL, est une émanation des frères musulmans. Et lorsque tous les deux nous avions été en Syrie, nous avions pu, avec l'armée syrienne, échanger avec l'armée arabe syrienne. Oui, l'armée arabe syrienne, échanger avec un commandant de l'armée syrienne libre, à qui j'ai demandé s'ils étaient frères musulmans, bien sûr, il a menti en niant, mais il a affirmé que eux, l'armée syrienne libre, était l'allié d'Al-Nosra contre Daesh. Alors que il y a Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Oui, bien sûr. Donc, voir Erdogan mener une offensive avec des troupes de l'armée syrienne libre est tout à fait logique, puisque Erdogan est un des soutiens à l'échelle internationale des frères musulmans. On l'a vu soutenir la guerre contre la Libye, soutenir les frères musulmans, et les frères musulmans aussi le soutiennent, d'ailleurs même les frères musulmans en France, hein, des représentants de l'UOIF. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant, pour ce qui est de la politique d'Erdogan, il y a une constante, c'est au départ, en tout cas jusqu'à une période récente, s'appuyer sur l'OTAN pour tirer son épingle du jeu, puisque dans une politique qui n'est pas ottomane mais kémaliste, il essaye d'étendre le territoire turc en utilisant les puissances donc atlantistes, surtout américaines, donc en se basant s'appuyant sur l'OTAN, mais depuis qu'il a fait abattre un avion russe et qu'il a été lâché par les Américains et qu'il s'est retrouvé orphelin, les Russes très habilement l'ont récupéré entre guillemets. Donc maintenant il prétend être l'allié des Russes, mais sur le terrain en Syrie poursuit toujours cette même politique
Et qu'elle soit la sienne ou celle des États-Unis. Exactement. Celle de l'OTAN, il faut le dire. Oui, d'ailleurs j'ai écrit dans un article en juillet, d'ailleurs début juillet, avant le coup d'État, où j'annonçais qu'il était possible que Erdogan soit destitué. La tentative est arrivée 2 semaines plus tard, et où je disais que l'alliance Poutine et Erdogan serait probablement éphémère. Et que, mais vu l'instabilité d'Erdogan, Erdogan n'est pas un allié fiable, et il est évident que les Russes doivent le savoir. Alors pour ne pas conclure, Youssef, je rappellerai un mot de Donald Trump qui date de novembre dernier, mais qui avait fait mouche et qui est on ne peut plus d'actualité. Trump a dit, on lui demandait quels étaient ses rapports avec la France, il a dit mais la France n'est plus la France. Tout est dit. Oui, tout est dit. Tout est dit, la France n'est plus la France. En tout cas, c'est la France du cloaque, c'est la France où une note d'optimiste, c'est que j'ai l'impression que ces oppositions qui sont incapables de se trouver, je parle des oppositions au populisme ou au souverainisme qu'incarnent peu ou prou M. Fillon, Mme Le Pen, peu ou prou. Ces oppositions incapables de se trouver, incapables de s'allier véritablement, parce que qu'est-ce que l'alliance de M. Macron avec M. Bayrou? Qu'est-ce que M. Bayrou, une grenouille qui n'est même plus capable de se faire aussi grosse qu'un bœuf, ou avec le représentant de l'écologie, oui, de Rugy, qui était le plus nul et le plus transparent de tous, l'incapacité de M. Mélenchon de s'allier avec M. Hamon, M. Allion, je m'allie avec vous, mais vous derrière moi, montre bien que cet à bout de souffle dont nous parlions joue en faveur de grandes recompositions et de grandes restructurations. Alors là, pour le coup, je vais être pessimiste, mais l'histoire, c'est M. Sorel qui nous le disait, l'histoire n'accouche jamais en dehors de la violence. Tout à fait d'accord. Merci Youssef, merci à toutes et à tous. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas les stratèges, la stratégie du chaos, qui font écho aux fiancés de la mort, les stratèges de la terreur globale. À bientôt.